c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Laura Besson, fondatrice de Bien dans ta boîte. Elle aide les entrepreneurs à transformer leur quotidien et forme les entrepreneurs de l'accompagnement. Également hôte du podcast Bien dans ta boîte, elle a accompagné plus de 300 entrepreneurs en coaching afin qu'ils se transforment, co-construisent avec les autres et changent le monde. Convaincue de l'approche systémique et humaniste, Laura met un point d'honneur à accompagner chaque entrepreneur dans sa singularité et sa globalité. Bonjour Laura, on est ravis de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu ? Merci de me recevoir déjà sur le podcast. Je suis ravie d'être là aussi et ça va très bien ma foi. Laura, écoute, bonjour. Pour te mettre un petit peu les pieds dans le plat, nous on fait un petit jeu avec tous nos invités qui est un petit ni oui ni non, donc il y a une dizaine de questions et voilà, t'as compris le truc, hein, tu réponds par oui, non, pas du tout. Tout sauf oui ou non. Je réponds par tout sauf par oui, sauf par non. Ok, très clair. C'est ça. Bon, c'est parti. Est-ce que t'as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Souvent. Est-ce que t'as déjà posté une boîte à questions sur Insta et eu 0 réponse ? Très dur ton jeu. Ça m'est arrivé. Très bien. Est-ce que t'as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Je crains que régulièrement, oui. Est-ce que t'as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Je crois pas que ce soit mon vice principal. J'en ai beaucoup d'autres, mais celui-là, pas trop. Ok. Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Je l'ai eu plusieurs fois et des fois encore, oui. Il y a eu un petit oui à la fin, mais oui, ça va, je vais faire comme si. C'était pas le début de la réponse, ça va. Voilà, c'est ça, ça va. Il y a eu un effort de fait. Est-ce que t'as déjà pleuré par rapport à ton business ? Régulièrement. Moins qu'avant, mais j'ai eu régulièrement en tout cas. Ok. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter ? Pas tant. Ok. Est-ce que t'as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Toute la journée. Toute la journée, toute l'année. Toute la sainte journée, ça marche. C'est clair. Est-ce que t'as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Récemment, peut-être pas beaucoup, mais ça a eu arrivé, oui. Ah, je dis oui à la fin. Oh là là, pardon. C'est dur. On va faire comme si on l'avait pas entendu. Ça m'est arrivé, point. Et dernière question, et après tu seras libre. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? J'aimerais bien, mais c'est pas encore le cas. Ça marche. Merci et bien joué quand même parce que c'est pas évident comme jeu. En plus, j'étais pas préparée, donc ça va. Je pensais faire pire comme performance, ça va. Ah, ça va, tu t'en sors pas trop mal. Ok, du coup, nous, si on t'a invité sur le podcast, c'est pour parler d'un sujet assez particulier. On dit souvent que il faut séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et en théorie, c'est une bonne idée, hein, sauf que parfois, dans les faits, c'est plus compliqué à faire. Et en ce qui te concerne, c'est le cas où ta vie personnelle est venue complètement bouleverser ta vie professionnelle. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous remettre un peu dans le contexte, à quelle époque c'était, comment était ta boîte à ce moment-là, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé forcément ? Ouais, donc on est fin 2023, c'est ça, il y a 2 ans. Et où en est ma boîte à ce moment-là ? Pas nécessairement très très loin d'où elle est aujourd'hui. Il y a déjà les coachings, il y a déjà les formations. À ce moment-là précisément, je suis en train de terminer l'écriture de mon livre. Donc je suis sur la phase des relectures, je crois. Genre j'ai envoyé le manuscrit déjà à mon éditrice, elle m'a fait les retours, il faut faire les relectures. On est dans cette période-là d'échange et en lancement d'une formation. Donc formation que j'avais déjà lancée par ailleurs, hein, mais il y a une nouvelle promotion. Et fait intéressant qui pourra peut-être nous aider pour la suite de votre émission, c'est que
pendant, je sais pas, 3 semaines de préparation de ce lancement, j'avais une intuition de ne lance pas cette formation, quoi. Contre laquelle, bien entendu, j'ai lutté en me disant, bah, lance pas cette formation, t'es mignonne, cocotte, mais c'est le planning, et puis il y a déjà des gens inscrits, et puis c'est une rentrée de chiffre d'affaires du mois et tout. Mais je sais pas, hein, j'avais ce truc de je le sens pas, il faut pas que je le fasse. Bon, comme quoi, des fois, c'est a posteriori que tu captes pourquoi. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que fin octobre, mon conjoint de l'époque a eu la délicatesse de m'annoncer par texto un matin. Alors les filles, vous les voyez sourire, ceux qui regardent la vidéo, parce qu'elles savent déjà et que c'est une belle histoire. Donc mon ex, au demeurant, je lui envoie toutes mes amitiés s'il tombe sur cette vidéo ou sur le réel qui l'accompagne, mais a eu la sympathique affection de m'envoyer un texto le matin. Enfin, je lui ai envoyé un message, ça, mon chéri, t'as bien dormi, machin. Ce à quoi il a répondu, oui, j'ai bien dormi. Par contre, je ne sais pas comment te le dire, mais mon ex est revenu avec mon enfant. Donc, fait important, l'enfant en question n'était pas connu des services, hein, si je peux le dire ainsi. Donc, bon, ce qui est quand même un petit peu un chamboulement, bon, qui aurait pu s'en tenir, ce qui est déjà un chamboulement important, mais qui aurait pu s'en tenir à un chamboulement. Et ça ne s'en est pas tenu à ça. Bon, il s'est passé, je dirais, une semaine, le temps que le gros de la crise retombe un petit peu. La semaine qui a suivi, vraiment une semaine pile poil après, on essayait de parler un petit peu d'autre chose, le temps que bon, les choses se décantent, etc. Et puis, comme on était relativement fin d'année, je commençais vaguement à travailler sur l'année 2024 qui allait arriver dans 2 mois. Et donc je lui demande, c'est quoi toi tes aspirations, visions, intentions pour 2024? Et là aussi, il a eu la douce idée de me dire, bah, notre mariage. Bon, donc moi, je suis dans un mood de, ok, c'est une épreuve challengeante, mais bon, semble-t-il, on est sur le registre de l'épreuve. Bon, il est rentré 24 heures après à la maison du travail en me disant, il m'a envoyé un message en partant du travail en me disant, je rentre à la maison, j'ai hâte de te retrouver, machin, très bien. Et puis quand il est rentré à la maison, il m'a dit, en fait, laisse tomber, je vais pas y arriver, je m'en vais, blablabla. Bon, donc en une semaine, il y avait eu la bombe, comme on l'a appelé, d'avoir appris ça de surcroît par message. Et puis au final, toute une semaine de mais non, t'inquiète pas, on va gérer, on va se marier là pour après en 24 heures, enfin 24 heures, que dis-je, une demi-heure entre le retour du travail et enfin la fin du travail et le retour à la maison pour finalement dire ok, j'arrête cette relation. Donc effectivement, ça a été une période où ne pas mélanger pro et perso, enfin en tout cas que le perso n'ait pas d'impact sur le pro, c'était pas très faisable quoi. Oui, c'est un petit peu violent quand même, comme tout en fait, comme. J'allais dire comme annonce, mais en fait, il n'y a rien qui va. Donc, oui, c'est une petite blague maintenant entre amis. On a on a arrêté de dire il n'y a rien qui va pour choisir la formule il y a tout qui va pas, quoi. Vraiment, il y a tout qui ne va pas dans cette histoire. L'histoire en tant que telle, la manière dont c'est dit, la manière dont c'est géré, il y a tout qui va pas là-dedans. Ouais, parce que du coup, comme tu dis, donc tu as eu l'annonce déjà, ça fait un choc, mais bon, visiblement, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est un choc pour lui aussi, parce que si l'enfant n'était pas au courant, enfin, si, je veux dire, si lui, il n'était pas au courant qu'il avait un enfant, je peux comprendre que ça chamboule un petit peu les perspectives, mais visiblement, c'était parti pour un truc, bon, ça va être dur, mais on va surmonter ça, quoi. Et puis finalement, une semaine se passe, et puis d'un coup, le coup près, sans que tu comprennes vraiment, j'imagine, qu'est-ce qui se passe. Oui, je crois que... Comment on en arrive à ça? Je crois que rien comprendre, c'est un peu le résumé de ces 2 semaines et même des mois qui ont suivi, hein, de n'avoir à peu près rien compris à tous ces revirements, même si bien sûr, comme tu viens de le dire, on peut quand même aisément comprendre qu'il était lui-même dans un état de sidération psychique qui ne le rendait pas très clair pour moi, mais qui devait sûrement ne pas se rendre très clair à lui-même de toute façon. Hein. Et du coup, comment ça s'est répercuté sur ton business directement? Parce que le fameux adage, il faut séparer la vie pro, vie perso, bon, on a compris que c'était pas possible, clairement. Comment ça s'est traduit, toi, peut-être déjà d'un point de vue psychologique, émotionnel, etc. Et comment ça s'est traduit après dans ton business de manière opérationnelle?
Ouais, bah, je dirais que déjà, il y a la première journée où il m'annonce ça, parce qu'en fait, il m'annonce ça un jeudi matin. Donc moi, j'avais rendez-vous avec Justine Arma, d'ailleurs, si elle, par hasard, si elle passe par là, Justine. Et puis après, j'avais ma journée de rendez-vous. J'avais un podcast enregistré, d'ailleurs, il me semble, ce jour-là. Enfin bref, j'avais ma journée de rendez-vous. Je me récupère cette bombe par message. Il est, je sais pas, 8h du matin, quelque chose comme ça, 7h30, 8h du matin. Je suis décemment incapable d'assurer mes rendez-vous. Lui, il m'a envoyé sa pote d'enfance en me disant bah tiens, je t'envoie machin, je vais pas dire son nom qu'on les reconnaisse pas, mais je t'envoie Jacqueline qu'elle passe la journée avec toi. Bon. Donc bon, les premiers jours c'est une chose. La semaine qui a suivi, sincèrement, je ne sais même plus trop vous dire cette semaine-là ce que je fais et tout parce que c'est un peu flou. Et puis bon, après il y a du coup la rupture officielle, si je puis dire ça comme ça. Et donc là, on est en novembre. Alors bah, là, les répercussions sur le business, je n'arrive pas à travailler de toute façon. Je me suis mise en économie d'énergie en disant je vais assurer 3 choses qui sont indispensables, c'est-à-dire les séances, les consultations, les séances de coaching qui sont en cours, la formation qui est... Alors, j'avais suivi mon intuition pour la formation en question, je n'avais pas fait le lancement. Je m'étais écoutée. Par contre, il y a une formation qui avait démarré déjà depuis un mois et demi à peu près. Donc celle-ci, il fallait bien sûr assurer une journée de formation et rendre mon livre. Parce que je me suis dit, là, je m'en serais voulu. Mais après, bon, évidemment, pour les personnes qui sont dans des situations similaires, vous en voulez pas si vous y arrivez pas, bien entendu. Mais là, à ce moment-là, moi, je m'en serais tellement voulu. Ça faisait des années que j'attendais de pouvoir mener ce projet, que je vais quand même comme une chance, une gratitude de pouvoir écrire ce livre et de le publier. J'ai tout fait. Genre, j'ai trouvé l'éditeur, j'ai passé le comité éditorial, j'ai écrit le livre, je l'ai envoyé, je suis dans les relectures. Si je m'arrête maintenant parce que Jacqueline, je vais pas donner les prénoms, a décidé que finalement on n'allait pas se marier et qu'il changeait d'avis, ce qui reste son bon droit légal et psychique, bien sûr, mais bon, il y avait l'art et la manière d'annoncer ça, mais bref, c'est un autre sujet. Et donc du coup, je me suis, décemment, je peux pas. Enfin, j'aurais vraiment perdu trop de choses dans cette affaire si en plus de perdre mon couple et ma santé mentale, je passe à côté de mon livre et mon chiffre d'affaires. Si à côté, je passe aussi à côté de mon livre, ça va commencer à faire beaucoup. Donc tout ça pour dire que je me suis en économie d'énergie sur ces 3 trucs-là, en disant vraiment les trucs qui doivent être assurés minimum syndical. Et puis le reste, bah, pour l'instant, je vais laisser tomber. Et puis, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires et de répercussions, puisque de toute façon, je n'étais pas capable psycho-affectivement, énergétiquement, physiquement même d'ailleurs, hein, parce que c'est des périodes où tu dors pas, évidemment tu te réveilles crevé, tu pleures beaucoup, t'es anxieux, machin, bon. Donc, je me suis dit, bon, bah là, on va faire loi de Pareto, quoi. Les 20% qui feront 80% du taf, et ça sera, et si on fait ça, ça sera déjà pas mal. Bah, c'est clair parce que je me dis, si tu es en coaching, ne serait-ce qu'être en coaching avec des gens où va falloir que tu prennes sur toi, va falloir que tu mobilises toute ton énergie, le peu d'énergie qui reste pour être en coaching avec des gens et essayer de les motiver, enfin de les faire avancer, alors que toi, dans ta tête, c'est un peu Bagdad, genre putain, c'est la catastrophe, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je fonctionne au minimum vital, quoi. Ça devait être assez intense à gérer, quoi. Oui, alors je crois que en séance, c'était peut-être pas le pire parce que quand j'ai fait mes études de psycho, on est quand même formé sur ces questions qui demandent presque un exercice un peu dissociatif, hein, finalement, de déconnecter, enfin dissocier de ce qui se passe. Je dis presque dissociatif parce qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais il y a quelque chose qui peut s'y apparenter d'une certaine manière. Par contre, ce qui a été compliqué, c'était que la première journée de formation, qui devait être donc son retour du boulot où j'ai jamais rien compris à ce qui lui était arrivé dans la demi-heure de trajet là, c'était un jeudi. Et donc je crois que la journée de formation, la première journée de formation, c'est le lundi, puisque le jeudi s'est passé ça, et je me suis barrée le week-end à Lyon. J'ai été très très généreusement accueillie par les amis, et le lundi j'avais cette journée. Je crois que c'était le lundi qui suivait, quoi. Et évidemment, de toutes les questions que mes élèves pouvaient avoir ce lundi matin, la question d'entrée, bim, 9h du matin, est-ce qu'on pourrait parler des structures d'attachement dans le couple? Bah bien sûr, bah bien sûr. Alors là, en plus, je me sens tout à fait neutre et objective, hein,
pour vous en parler. Donc finalement, j'ai plus eu, tu vois, en formation, le truc de tenir 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de formation, à parler de thématiques qui sont liées à ça et où t'as des moments où t'as pas envie d'être super neutre quand même, mais bon, il fallait le faire, bien sûr. Et du coup, est-ce que tes clients à ce moment-là l'ont ressenti, ce mal-être, ou tu l'as caché absolument et toujours dans l'idée de peut-être vouloir conserver une image professionnelle avec un rendu qualitatif, etc. au niveau du contenu de formation, ou est-ce que justement les personnes ont perçu cette tempête émotionnelle qui te traversait? Il faudrait évidemment leur demander à elles, puisqu'en l'occurrence c'était une promotion, il y avait que des nanas. Je crois pas. Il y a une élève dans la formation qui le savait parce qu'on était en contact par ailleurs amicalement parlant. Donc elle le savait. Et elle m'avait plutôt fait le retour de je m'attendais à ce que ça se voit, quoi. Tu vois. Donc je crois que ça s'est pas trop vu. Après faudrait demander aux autres. Je crois que ça s'est. Après, peut-être que ça devait se sentir que j'étais peut-être pas tout à fait comme d'habitude, mais en tout cas, il y avait une élève de cette formation, on est devenues copines depuis. Et c'est rigolo parce que je lui ai raconté cette histoire il y a, je sais pas, un mois, quoi, quelques semaines avant que. En plus, c'est rigolo parce que je lui ai raconté ça dans un apéro et elle m'a dit, mais meuf, mais il faut que t'en parles dans un podcast. Et genre, 3 jours après, on avait rendez-vous, je me suis dit, tiens, là aussi, les coïncidences. Bref, et donc du coup, donc elle l'a su 2 ans après, et elle a pas fait le lien, tu vois. Elle m'a pas dit ah mais du coup c'est quand j'étais en formation. Donc je crois que ça a pas dû se voir tant que ça finalement. Peut-être qu'il y en a qui ont dû se douter parce que c'est une période où j'ai moins envoyé de newsletters, où j'ai été moins présente en contenu. Enfin tu vois, il y a peut-être des gens qui ont dû se faire réflexion de oh tiens Laura on la voit moins que d'habitude, c'est possible. Ouais, mais t'as quand même réussi à faire cette dissociation, alors entre gros guillemets, hein, évidemment, mais à vraiment faire la coupure. Voilà, là, je suis dans le pro. Ce qui se passe chez moi, enfin à la maison, dans ma tête, je le garde et par contre, je le gère, voilà, tranquille en perso. Bah, après, je crois que c'est un peu bateau comme réponse, mais en même temps, c'est vrai, c'est que je pense que c'est de toute façon un moment où ça m'a aidé plutôt d'avoir des moments où je me disais bon en fait là je suis au boulot et du coup pendant des heures les heures obligatoires entre guillemets bah au moins ces heures-là j'étais accaparée par ma formation, j'étais accaparée par les questions, j'étais accaparée par le livre qu'il fallait rendre quoi qu'il en soit et donc bon dans une certaine mesure ça restait des moments où moi je pensais à autre chose. J'ai plus la sensation que ça a été difficile plutôt quelques mois après finalement quand t'es revenu à quelque chose où tu vas pas encore bien mais où tu n'es pas tu sais, dans cet état de, je peux pas dire de déni parce qu'on n'était pas dans la question du déni au sens clinique de la chose, mais c'est une période où t'es un peu éthéré, un peu au-dessus du sol, tu captes pas tout parce que t'es assommé par le truc. Par contre, au bout de 2-3 mois, là, tu captes très bien là que, en fait, à un moment donné, il va falloir reprendre le boulot parce que par contre, le chiffre d'affaires, il faut qu'il suive et puis il y a les obligations et puis ci et puis ça et puis bon, au bout d'un moment, il faut ok, du coup, qu'est-ce que tu décides la maison, on décide quoi? Tu gardes pas tes affaires, t'en fais quoi? Tu les prends pas? Enfin, tu vois, passer les premières semaines, bon, au bout d'un moment, tu te fais un peu rattraper par ça. Et du coup, là, il faut se remettre au boulot sur des choses qui sont moins, enfin, en tout cas pour moi, qui étaient moins, comment dirais-je, moins prenantes. Et où du coup, là, j'avais beaucoup plus le cerveau qui avait tendance à partir, à penser à autre chose. C'est plus difficile de se concentrer. La formation, à la limite, bon, de toute façon, j'y suis. Puis après, je suis lancée dans le truc, et t'es stimulé tout le temps, t'as les questions, les réponses, tes diapos à passer, t'as ton programme à boucler, bon. Donc, je suivais le truc, quoi. Mais alors, par contre, oh là là, les productions de contenu, Instagram, newsletter, tous les trucs qui sont importants, mais qui sont pas vitaux à tout prix, en tout cas dans mon business, c'était un peu plus compliqué. Et ouais, donc en fait, au début, ça allait. Enfin, ça allait. T'avais la tête dedans, donc du coup, comme tu dis, ça te changeait les idées, t'avais pas le temps de penser à ça. Mais en fait, c'est à la fin de la formation où là, t'avais pas de nouvelle formation, t'avais pas fait le lancement, donc du coup, t'as eu plus de temps pour réfléchir et pour laisser tes pensées divaguer, que là, ça a été un petit peu plus compliqué pour toi, en tout cas mentalement, émotionnellement, c'est là où ça... Ouais, en tout cas, je pense que c'est le moment où, en fait, au début, de toute façon, j'étais tellement indisponible, je crois que c'est le mot qui convient, j'étais tellement indisponible que voilà, je suis passée en mode
en mode survie de la boîte, enfin survie tout court d'ailleurs, mode Pareto, bon, vas-y, j'assure les 20% qui feront le maximum du boulot, et puis le reste, de toute façon, je ne suis pas capable. Par contre, 2-3 mois plus tard, moi, j'étais déjà un peu plus capable. Donc là, par contre, il fallait quand même commencer à faire autre chose que l'essentiel. Effectivement, préparer le lancement de la prochaine promotion. Le livre sortait le 1er février, donc le livre, il sortait 3 mois après cette histoire, quoi. Donc à un moment donné, je me disais, il faut quand même, le 1er février, il faut que je sois en forme, il faut que je sois là pour les sorties, il va y avoir un plateau télé, il faut que je sois capable d'y aller. Bon, voilà, un côté, bon, la cocotte, maintenant, il faut prendre le jus, là, il faut se réveiller. Et là, finalement, c'était un peu plus, paradoxalement, un peu plus difficile parce que, enfin, bon, c'est facile à dire après coup, mais c'était moins difficile émotionnellement que quand tu te prends la bombe dans la tronche, évidemment. C'était un peu plus difficile énergétiquement, parce qu'au moment où tu te prends la bombe, bah, en fait, de toute façon, la priorité, c'est déjà de survivre au milieu des décombres. Et après, dans un second temps, t'es en mode, bon, bah, maintenant, c'est le bazar. Donc, maintenant, il va falloir mettre un peu d'ordre, quoi. Et du coup, pendant cette période-là, donc de 2-3 mois de, on va dire, de flottement, où tu te mets en mode survie, t'assures juste le nécessaire, etc., est-ce que tu vas chercher de l'aide à l'extérieur? Est-ce que tu en parles ou est-ce que tu restes dans ta bulle, tu gardes tout pour toi et en attendant sortir la tête de l'eau? Non, alors moi je suis pas du tout du genre à le garder pour moi, donc j'ai très vite sollicité beaucoup de soutien, ce qui est d'ailleurs un bon conseil à donner. C'est une stratégie de coping active. Les copains psy, ça les fera rigoler que je dis ça, mais le soutien social est une stratégie de coping active, hein. Donc en effet, je suis allée chercher beaucoup de soutien. J'ai pas sollicité un soutien, comment dirais-je, business à proprement parler. J'ai pas augmenté les délégations ou quoi que ce soit. Mais par contre, aller chercher beaucoup de soutien. Non, mais de toute façon, seule dans ce truc-là, moi j'aurais disjoncté vraiment. En tout cas, c'est pas dans mon fonctionnement optimal à moi. Là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de ressources, quoi. Ouais, parce que sinon, alors juste pour préciser, parce que coping actif, je suis pas sûre que tout le monde ait le, le vocabulaire. Ça correspond à quoi déjà? Ouais, une stratégie de coping, les psys qui m'écoutent, s'il vous plaît, convulsez pas, on va la faire simple, c'est un peu l'équivalent des mécanismes de défense. On va dire un mécanisme de défense, c'est plutôt le courant psychodynamique de la psychanalyse. Les stratégies de coping, c'est à peu près cette idée-là. Et ils vont différencier, en plus, moi je te dis ça, c'est même pas mon référentiel à moi, mais bref, stratégie de coping active, stratégie de coping passive. Donc les stratégies de coping passive, ça va être par exemple la rumination, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu te défends contre ce qui te pourrit la vie, mais ça fait pas changer la situation. Alors que ta stratégie de coping active, le fait de chercher des solutions, le fait de mobiliser du soutien social, c'est je me défends de ce qui se passe, mais je suis actif dans la démarche, quoi. Ok, ouais, ça marche, merci. Alors, au cas où, voilà, la précision est importante quand même, et de faire la différence, mais ouais, t'as tout de suite su qu'il fallait... Enfin, de toute façon, c'est soit ça, soit tu sombrais justement sûrement dans les ruminations et dans les idées, enfin, je vais pas dire jusqu'aux idées noires, mais en tout cas, ça aurait été compliqué, tu te serais un peu morfondu. Ça se dit morfondu? Tu te serais morfond? Tu te serais... Bon. Ouais, je sais pas. Mais Aucune après, il y a idée. eu beaucoup de rumination quand même, hein, beaucoup de l'ordre plutôt de la lutte Ouais. émotionnelle, tu vois, tu rumines, tu rebrasses, tu t'argumentes, tu contre-argumentes, tu fais 45 vocaux à tes copines sur le même sujet où tu repasses le truc. Et puis surtout, dans ce contexte-là, en tout cas pour moi, dans ma vie psychique à moi, l'obsession c'était j'ai pas compris. Et donc du coup, tu essaies de repasser les semaines d'avant, les jours d'avant et te dire, mais enfin putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans l'équation là? Il me manque une variable pour comprendre ce qui se passe, quoi. Après, j'ai la chance parce que là, après ça, évidemment, on est dans le contexte de la maladie et des grandes difficultés, donc j'ai la chance de pas être dans un état dépressif qui fait que ça m'a mis vraiment plus bactère, mais quand même pour quelqu'un comme moi qui suis une grande anxieuse par contre, mais je touche du bois, n'ai pas connu d'épisode dépressif, etc. Oh, j'avoue que là, par contre, c'était rude quand même. Là, j'avoue que ma vie psychique, elle a eu du mal. J'ai pas rebondi 48 heures plus tard en me disant, ça va, de perdu, 10 de retrouver, hein, tu vois. Ça m'a calmé un peu quand même.
Ouais, c'est intéressant d'avoir ça parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, toi, quand même, tu as les ressources normalement, enfin, tu as les outils aussi pour lutter contre ça. Enfin, bon, après, c'est toujours pareil, c'est pas parce qu'on a les outils que quand ça nous arrive, c'est forcément facile parce que bah, y a tout l'émotionnel, mais c'est intéressant de se rendre compte que, bah, ouais, même quand on a les outils, même quand on est formé pour ça, etc., bah, en fait, quand il y a un truc qui nous tombe, une bombe qui nous tombe sur la tronche, bon, bah, c'est pas facile, enfin, c'est facile pour personne, quoi, et que ça a un impact. Et que ça prend le temps et qu'on a tous nos moyens, bah, comme tu dis, de défense et d'essayer de remonter un peu la pente, mais on est tous pareils quand il nous arrive une merde comme ça, faut que ça processe, quoi. Faut que ça processe. Oui, de toute façon, en plus, ça dépend de ce que tu vis à ce moment-là, parce que j'aurais vécu une autre situation compliquée par ailleurs, un parent malade ou quelqu'un en fin de vie ou quoi que ce soit, ça aurait pu être vraiment tout à fait ingérable. Ça dépend bien entendu de du passif qu'on a, des blessures que ça vient réveiller. Chez moi, ça a réveillé X ou Y blessures, et puis chez ma copine, ça aurait éveillé d'autres blessures. Et puis bon, il y a tout le contexte autour. Après, c'est pas très intéressant de raconter l'intégralité des échanges qu'on a eus pendant plusieurs mois, mais évidemment, il n'y a pas que cet épisode-là. Donc après, il y a plusieurs épisodes qui ravivent. Et puis tu te réengueules, et puis tu dis non, allez, vas-y, c'est bon, ça sert à rien de façon de discuter. Et en même temps, j'ai quand même envie de comprendre ce qui s'est passé. Alors tu régénères la discussion qui n'aboutit toujours à rien, n'est-ce pas? Parce que quand ça n'a pas marché les 10 premières fois, ça ne marchera pas la 11e. Mais bon, est-ce qu'on se taperait pas la tête contre le mur une 11e fois? On sait jamais, hein. On sait jamais. Donc après, toi, tu t'en veux, tu culpabilises, tu t'es pas bien, et tu dis, mais en même temps, c'est ta faute, tu t'es pas bien. On te l'avait dit qu'il fallait pas réessayer. Pourquoi t'as réessayé? Tu vois? Et donc après, t'as toutes ces successions d'émotions qui, en tout cas pour moi, sont celles qui ont été vraiment les plus handicapantes finalement dans la question vie pro, vie perso, tu vois. Parce que à la limite, tu prends une bombe comme ça, et puis après ça s'arrête, bah effectivement, après tu as tout le temps, bien entendu, qui est nécessaire, et qui là est aussi personne dépendante et contexte dépendant pour le digérer, etc. Mais c'est que bah, après, bien entendu, ce genre de situation, c'est rare que juste tu prends une bombe et puis après il n'y a pas de conséquences. Évidemment, après ça a des conséquences de le déménagement, les affaires, les amis en commun, la famille qui se met aussi des fois au milieu, les gens qui veulent toujours bien faire et qui toutes les 2 jours te disent est-ce que tu as des nouvelles de Jacqueline, alors que toi t'es dans ta tête en train de te dire je veux pas en entendre parler, alors qu'en fait tu lui écris quand même pour savoir ce qui s'est passé. Ouais, donc gros bordel, on va dire émotionnel d'un point de vue global. Et est-ce que durant, justement, dans cette période-là, tu t'es posé la question ou t'as émis l'hypothèse de, genre, stopper ton business, le temps de te consacrer à ta situation personnelle, ou tu t'es dit non, il faut que je me raccroche à quelque chose vraiment, et ce à quoi je vais me raccrocher, c'est mon activité pro? C'est une bonne question, parce que je vais réfléchir 2 secondes pour me remettre dans le contexte. Je pense que je l'ai eu, la réflexion de me dire alors, disons, j'ai pas eu le truc de me dire j'arrête au sens c'est la fin de la boîte et puis jamais j'y retouche. Par contre, j'ai eu courant décembre, un peu avant Noël là, j'ai souvenir que ça a été finalement le moment le plus difficile, parce que je pense que novembre il y avait un peu un effet de la sidération de oula, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé là, et que décembre il y avait un peu une phase de je réalise ce qui m'est arrivé et je n'ai pas encore trouvé les ressources, les axes qui vont m'aider à cheminer ce qui est arrivé après en janvier, etc. Et donc là, pour le coup, en décembre, là, j'ai vraiment eu un moment de je vais pas y arriver, quoi. Là, franchement, je vais pas arriver à gérer tout ce qu'il faut gérer côté personnel, à m'occuper de la maison, le chien, la séparation d'un point de vue matériel, émotionnel, psychique, faire tourner la boîte, rendre le bouquin, finir la formation, lancer la formation, trouver du chiffre d'affaires. Là, je me suis dit, je vais... et en fait, ce qui me paraît vraiment important à dire, c'est que étant plutôt quelqu'un de, comme je disais, qui a la chance de n'avoir jamais fait d'épisode dépressif, je pense que je l'ai sous-estimé vraiment, ce risque-là, en fait. C'est que je pense que comme j'ai eu la chance de ne jamais vivre ça, tu as tendance, si vous êtes comme moi, bah, vous avez peut-être tendance à vous dire bon, ça va, c'est bon, c'est un moment difficile, mais bon, hein, voilà. À la limite, si tu veux que ça me génère de l'anxiété, pas très étonnée, voilà. Mais là, j'ai vraiment sous-estimé le truc. C'est à force de se dire mais non, t'es fort, t'es résilient, tu sais gérer, tu t'en remets tout le temps. Enfin, tu sais, tu te racontes un peu ce truc-là sur toi, et donc du coup, tu vois pas venir, ou tout du moins, tu peux sous-estimer le risque que ça puisse arriver. Et là, j'ai eu un moment en décembre vraiment de passage à vide, genre vraiment, j'ai pas envie.
j'ai pas l'énergie. En réalisant bien sûr toutes les conséquences que ça pourrait avoir, parce qu'évidemment en plus les gens autour de toi ils te disent non mais Laura, tu peux pas en fait, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas laisser tomber, qu'est-ce qui va se passer? Et vraiment avec des moments qui me sont jamais arrivés de ma vie de me dire bah tant pis, vas-y, il y a tout qui coule. Et moi j'avais des potes autour qui étaient en mode mais qu'est-ce qui lui arrive à la mère Besson là, comment ça, elle est toujours obsédée par son boulot et tout. Et là après moi j'ai la double chance d'avoir des amis psy avec lesquels j'ai fait la fac de psycho, etc. Et qui eux du coup elles en l'occurrence ont pu justement s'alerter de dire oula, là ça lui ressemble quand même vraiment pas du tout. On va quand même garder un œil vigilant sur la situation, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps, par contre. Après ça, pour finir de répondre à ta question, après ça a été vite effectivement remplacé par le truc de allez, j'ai ça et au moins c'est des sources de joie, d'accomplissement, de performance. Au moins ça remplit un peu. Alors ça fait pas une vie entière, mais là vu le contexte, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, quoi. Ouais, en fait, tu as eu un passage où tu t'es fait un petit peu peur quand même. Enfin, en tout cas, gros passage à vide. Et c'est plus des amis, amis collègues psy qui, heureusement, ont eu un œil averti de se dire, bon, on surveille au cas où ça sombre un petit peu trop, mais ça va, tu as réussi à te remonter un petit peu les manches, remettre un petit peu la tête au-dessus de l'eau, en tout cas. Et du coup, justement, quand tu as eu cette dynamique de, bon, allez, on s'accroche, et puis il y a mon bouquin, donc il faut que faut que j'assure pour le livre, etc. Euh, Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour que ça se passe, pour que ça aille mieux, pour que tu pour que tu ressaisisses un petit peu, même en termes de ton business, comment ça s'est reprogrammé, reprogrammé, on va dire, petit à petit. Ouais, moi j'ai la sensation que le truc qui m'a le plus aidé, après évidemment ça dépend des gens, mais moi ce qui m'a le plus aidé ça a été d'être entourée, de partir souvent le week-end. Alors je dis à Lyon parce qu'en l'occurrence même beaucoup de mes amis sont là-bas, mais peu importe. Euh, de passer beaucoup de temps avec eux, ce qui permettait de pouvoir évidemment parler, vider ton sac, etc. Euh, pas forcément très très envie de parler de ça à ta famille, parce que un endroit de vie personnelle où j'allais pas raconter ça à mes parents. Ouais. Mes parents ont été un grand soutien d'intendance matérielle, de garder le chien pour que je puisse partir, m'aider à changer la maison, le déménagement, tout ça. Bon voilà. Et les amis, ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Donc vraiment grosse thématique soutien social. Petit à petit, se me réapproprier tout ce qui pouvait me faire du bien, qu'on a toujours tendance à laisser tomber dans ces moments-là parce que on est occupé à autre chose. Donc petit à petit, reprendre des balades avec le chien, reprendre le sport, reprendre l'alimentation, bref, tous ces trucs qu'on le sait, ça paraît bateau, on le répète tout le temps, c'est important de dormir, c'est important de manger, c'est important de faire du sport, on a un mode bla 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 bla, on me le dit tout le temps, mais en même temps, c'est un peu la base, quoi. C'est que de toute façon, si physiquement il y a rien qui marche, ça va pas marcher ailleurs. Ma psy, oh là là, grand Dieu, ma psy, qui a été formidable. Enfin, qu'il est tout le temps, mais de surcroît dans cette situation, qui a été formidable de présence, de soutien, même de présence par téléphone, etc. Donc vraiment, moi, je pense que dans cette situation, ce qui m'a le plus aidé, c'était vraiment la question du soutien social. C'est que vraiment, on est très entouré avec des amis que je pouvais tout le temps appeler. Et s'il y a un ami qui n'était pas dispo, il y avait un autre ami qui pouvait prendre le relais. Et au pire du pire, dans une situation, un soir vraiment, je suis vraiment mal, j'avais ma psy, mon chien, bien sûr, que nous avons depuis amicalement surnommé Prozac, puisqu'elle a servi de soutien psychique. Bon, elle s'appelle Gaïa en vrai, hein, mais bon, voilà. Dans cette période-là, c'était Prozac. Et voilà, de tout ce truc de soutien qui, je pense, en fait, évidemment, il y a toute la thématique du soutien, etc., de pas être seul et compagnie, et qui a permis le moins possible, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, de lutte et d'évitement émotionnel. Et de lutter contre les émotions et de chercher à les éviter. Le fait d'avoir pu beaucoup parler de ce qui s'était passé, beaucoup parler de ce qui me traversait, de ce qui m'angoissait, etc., avait des fois le mauvais côté de ruminer un petit peu, mais avait aussi le bon côté que j'ai pas tricoté le truc uniquement toute seule dans mon coin pendant des mois, quoi. Ok, ça marche. Ouais, donc le soutien méga important. Enfin, direct, t'es allé chercher ce soutien-là et ça a été méga bénéfique. Enfin, pour que tu puisses remonter la pente.
Et du coup, pendant tout ce temps-là, est-ce que tu as vu, enfin j'imagine que oui, justement, une baisse par rapport à par rapport à ton business, à ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu as vu que ça aussi, ça fallait que tu te remontes les manches, que tu te réinvestisses plus? Enfin, comment ça s'est mis en place là aussi? Parce que tu nous as dit que bon, les contenus, tout ça, ça avait ralenti. Comment t'as remis tout ça en place? Ouais, en fait, ça c'est assez intéressant parce que ça m'a permis de voir ce que j'avais déjà observé une fois dans une autre période moins difficile, mais ça m'a confirmé ça, la question de l'inertie qu'il y avait dans mon business model, c'est-à-dire que finalement, les premières semaines, premiers mois, j'ai pas tant de diminution de chiffre d'affaires parce que il y a l'effet des actions qui ont été mises en place les mois précédents qui ramènent du chiffre d'affaires. Donc en fait, je me suis plutôt bouffé la baisse de chiffre d'affaires allez, 4-6 mois, tu vois, par là. 4-6 mois après. Donc plutôt février, mars, avril. Peut-être même plus côté avril finalement que février. Bon, en plus, février, c'était la sortie du livre, donc je me rappelle pas bien ce que j'ai fait côté business parce que je pense que j'ai dû être surtout concentrée là-dessus. Mais bref. Donc j'ai plutôt eu le truc après. Où du coup les actions qui n'ont pas été mises en place octobre, novembre, décembre, janvier, et du coup ils font que après mars, avril, mai, juin là, c'est plutôt là qu'il y avait la descente. À la fois c'était quand même avril, mai par là, c'est un peu un moment de reconstruction. Là j'avais quand même passé les 6 mois post-rupture, donc bon, t'as déjà retrouvé un petit peu tes esprits, tu vois quand même un peu les choses différemment. Moi, dans mon cas, j'avoue que je commençais à être capable de me dire, je crois que j'ai échappé à une sacrée belle situation de merde quand même, hein, donc tu commences à avoir un petit peu de gratitude pour Dieu, ou vous appelez ça comme vous voulez, parce que tu commences à te dire, ouais, peut-être là, finalement, Dieu a toujours un plan. Le plan, il n'était pas super clair, mais peut-être qu'il a été quand même drastiquement efficace. Hein. Bon, spoiler, il a été efficace puisque j'ai rencontré mon mari 3 mois après. Donc finalement, ça a fait de la place, mais bon, évidemment, sur le coup, je ne le voyais pas comme ça. Et donc, du coup, je pense que c'était des mois, voilà, vraiment de reconstruction, moi, où quand même je commençais à aller un peu mieux. Donc, j'avais redispatché la maison, refait la déco, j'avais repris mon rythme, je recommençais un peu à sortir, à faire des rencontres, à voir des gens, à relancer des projets professionnels aussi, à dire, ah, tiens, je lancerais bien une nouvelle formation. Donc, je sentais que l'envie, au sens littéral d'être en vie, hein, que l'envie, l'élan vital commençait quand même à se réactiver. Donc bon, c'était un peu un moment ambivalent parce que j'avais le truc de je me bouffe les conséquences à cause de la décision de Jean-Claude là. Mais bon, comme c'était un moment où j'étais un peu en mode genre c'est pas grave, j'ai tout compris, vos enseignements c'était faux. J'avais pas encore tout compris, j'ai sûrement pas tout compris maintenant non plus, mais bon, tu sais, c'est un peu le moment où tu es en mode genre ça va, je m'en fous de toute façon, pas besoin de personne. Donc là, finalement, ça a été un moment plutôt de réenclenchement. On va dire ça comme ça. Ouais, ça t'a pas découragé au final de prendre ce contre-coup parce que du coup t'aurais pu te dire alors je viens de passer 3 mois dans le down à cause de ma vie perso, là je sens que je suis en train de reprendre de l'énergie un petit peu machin et tout et bam je me mange le down d'un point de vue professionnel. T'aurais pu totalement te dire je baisse les bras, le karma est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie, tu vois. Et toi au contraire non, ça t'a donné l'impulsion de te défoncer encore plus pour remonter la pente finalement. Oui, alors après, encore une fois, loin de moi l'envie de faire des discours très volontaristes, hein, donc je crois pas que je y sois arrivée à force de volonté, et je pense que là, vraiment, j'ai eu la chance d'être vraiment très bien entourée, de pas être non plus être dans une catastrophe financière qui mettait ma survie en danger, parce que j'avais quand même la trésor pour absorber un moment comme ça. Euh, la chance, voilà, que je sois pas tombée en dépression, parce que j'aurais tout à fait pu tomber en dépression les mois précédents, là, quand ça allait vraiment pas. Euh, et après, bon, là, pour le coup, après, c'est du registre de la croyance, hein, donc là, bien entendu, ça concerne à l'échelle individuelle. Moi, j'avais ma croyance pour moi de me dire, Dieu a toujours un plan, ça me paraît pas très clair, mais fais confiance, on va finir par y voir plus clair à un moment donné, quoi. Bon, ça, après, c'est chacun sa croyance. Ouais, mais tu vois, ça peut être une croyance, enfin, c'est une croyance finalement très positive pour toi, tu vois, comme chacun. Moi, je sais que j'ai la croyance que je peux toujours m'en sortir, et donc du coup, bah, c'est pas, en soi, c'est pas vrai. Il y a des trucs où je vais peut-être pas gérer et tout, mais ça me met dans un mood où je me dis, bon, ben,
voilà, je rumine pas trop longtemps ou en tout cas, je me laisse pas submerger. Donc, ouais, comme tu dis, chacun sa croyance, ce qui fait que ça va aider à comprendre, à process, à aller de l'avant quand même si ça prend un peu de temps et que c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, tu te dis, bon, il y a sûrement quelque chose à tirer de cette histoire, quoi. Bah, en tout cas, moi, je pense que il y a l'aspect. Alors, il y a aussi bien sûr l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire que bon, la psy en termes de évidemment de soutien, d'écoute, etc. Et puis que en fait, tout ce que l'on travaillait avec elle depuis 2 ans à peu près concernait ce qui était mis en jeu dans cette situation en termes de dynamique relationnelle, de répétition de schémas d'enfance, etc. Donc quelque part, cette situation a été un bon cas clinique pour ma psy, finir ça comme ça. Donc du coup, on a pu vraiment travailler avec tout ce qui se passait et du coup, moi, ça répondait vraiment à des besoins qui sont bien sûr aussi des mécanismes de défense, d'hyper-rationalisation et compagnie chez moi, hein, mais de comprendre. Ça me permettait de me saisir de la situation et pas d'avoir juste la sensation de subir la situation puis d'être en mode genre bon bah voilà ça m'est tombé dessus voilà, mais de dire ok mais en fait il se passe ça, là aussi je m'as pas de responsabilité à cet endroit-là, bah en fait j'ai mis en place cette action, ce choix relationnel, et bah oui, du coup, il a réagi comme ça. Mais bon, là, en même temps, sur ce coup-là, bah tu t'es comporté comme ça, c'est pas étonnant qu'il réponde comme ça. Bon, et du coup, le fait de reprendre de la responsabilité là-dedans, ça permet aussi du coup de reprendre des espaces de pouvoir en disant je vais pouvoir me comporter autrement, avec tout le travail bien sûr qu'on faisait avec la psy. Je pense que là où mon métier m'aide aussi, c'est qu'évidemment tu repères quand même forcément un peu des patterns d'un côté et de l'autre, de bien connaître aussi mes forces au sens de en psychologie positive, il y a le bilan des forces de caractère. Je sais pas si vous connaissez peut-être ce test, qui est gratuit sur Via Caractère, vous pouvez le faire. Et moi, le fait de bien connaître mes forces de caractère, ça me permet dans ces moments-là de rapatrier sur ce qui est facile, sur les forces qui sont très développées et sur ce qui est facile. Donc, par exemple, chez moi, il va y avoir la curiosité, de l'amour, de l'apprentissage. Donc, dans ces moments-là, il vaut mieux que je rapatrie sur une nouvelle formation, que je suive une formation, que j'écoute des conférences, que je lise des nouveaux livres, parce qu'au moins ça m'occupe la tête. Et c'est plus simple pour moi de me remettre en mouvement et de me remettre en vie par l'apprentissage que si on me demande de fonctionner sur un truc qui est vraiment très difficile pour moi, qui est pas naturel, déjà que j'ai pas d'énergie, déjà que je suis pas en forme, si en plus il faut fonctionner sur un truc qui t'emmerde et que t'es pas très bon pour le faire, voire t'es franchement naze, ça devient vraiment très laborieux. Donc de plutôt passer sur les choses qui étaient faciles. Et je voulais dire un autre truc sur l'histoire de la responsabilité, la reprise de pouvoir personnel, machin, mais j'ai oublié, donc ça me reviendra plus tard. Moi, j'ai une question, si jamais, on n'en a pas forcément parlé, mais est-ce que du coup, dans ton entreprise, tu travaillais seul à ce moment-là ou tu avais des personnes avec qui tu collaborais, soit en freelance, soit en salarié, enfin peu importe. Et si c'était le cas, comment est-ce que eux ont réagi justement vis-à-vis de la situation? Il y avait du monde en freelance, principalement cette période-là, il ne doit y avoir que Axel, si je dis pas de bêtises, à part des prestats ponctuels, mais vraiment en long cours, ça doit être Axel. Et du coup, tu es en train de me poser une colle que, en écoutant ta question, je me demande si je l'avais mise au courant. Je suis même pas sûre, si elle écoute cet épisode, elle me dira. Je ne suis même pas sûre qu'elle a été mise au courant. J'ai dû la mettre au courant que la période était compliquée, ça j'ai dû lui dire, qu'elle soit quand même au courant, que y a pas de podcast qui allait sortir parce qu'elle fait le montage ou que j'allais être voilà. Mais je suis quasi sûre, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je suis quasi sûre de pas lui avoir donné le, 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 le fond de l'affaire, si je peux dire ça comme ça. Ouais, tu l'as prévenu qu'il y a des petites choses qui allaient changer un petit peu ou être en mise en stand-by parce que ça, il y a des petites difficultés, mais en gros, tu t'es pas étendu sur le sujet, quoi. Tu l'as pas impliqué. Non, mais je vous Voilà. fais un honneur sans nom, mesdames, que je ne parle jamais de ma vie perso, surtout sur ce genre de sujet. J'en parle très rarement déjà parce que j'ai toujours un peu le truc, comme après j'accompagne des gens, tu vois, j'ai toujours un peu le truc qu'ils connaissent ta vie personnelle. Bon, là, je me suis, c'est un vieux dossier, enfin, vieux dossier, ça a que 2 ans, ouais, à l'échelle d'une vie, c'est pas vieux, mais bon, c'est pas quelque chose que je vis actuellement, donc bon, voilà. Et puis bon, je trouvais ça pertinent d'en parler pour plein d'autres choses, parce que justement, ça permet de parler de ces gros événements de vie de toute façon, qui nous arrivent à tous quand on est indépendant ou pas d'ailleurs, mais puisque là on parle de ça, t'es travailleur indépendant, travailleuse indépendante, forcément que tu vis aussi dans ta vie des choses qui sont envahissantes du professionnel. Et ça marche pour nos collègues salariés, bien entendu, hein.
Et tu peux pas, enfin, je veux dire, à force de répéter toujours ce truc de le pro, le perso, ça a rien à faire ensemble, machin, mais quand tu vis des trucs difficiles, ou même des trucs très heureux, enfin, je veux dire, tu vis une maternité, par exemple, et admettons qu'elle soit très heureuse et que tout soit très bien passé et que tu en sois ravi, malgré tout, ça reste un chamboulement qui a de l'impact sur ta vie professionnelle, enfin, je veux dire, évidemment. Bon, bref, et donc, du coup, de surcroît quand on est professionnel de l'accompagnement, parce qu'évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, tu travailles avec de l'humain, forcément que ton état à toi, ça a de l'impact, ils peuvent le ressentir, ils peuvent se poser la question sans oser te la poser, sentir qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude, ça peut générer de l'anxiété aussi chez eux, ils peuvent se sentir moins soutenus, moins contenus, moins accompagnés aussi là-dedans, puis voilà, toi tu peux avoir des moments plus facilement où tu es fatigué, où tu décroches, où t'en as ras-le-bol, ou t'as des pensées intrusives au milieu des séances en mode je suis là à m'occuper de ça. Bon, donc évidemment ça a plein de répercussions. Mais oui, du coup tout ça pour dire que habituellement je ne parle pas beaucoup de tout ça. On est flatté du coup, hein, on est flatté que tu Tout nous à fasses fait. cet honneur. Puis voilà, ça nous fait un petit sujet un peu gossip. Non, non, mais en même temps, c'est méga Là, important j'ai parce que donné c'est de ça, quoi comme faire tu du dis, on peut gossip et pas. du campement. Hein. Vous avez vous avez de la matière là. C'est ça. Non, mais après, voilà, c'est méga intéressant parce que, comme tu dis, on peut pas séparer le pro du perso. Enfin, il y a forcément. Ou même, voilà, il suffit d'une fatigue. Enfin, si t'as des périodes où tu vas être fatigué, ne serait-ce que ça, tu vois, sans aller bien plus loin, ça forcément que ça a un impact sur qu'est-ce que je me sens capable de faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que. Donc voilà, forcément que derrière, si t'as des deuils ou alors des événements très positifs, tu vois, tu parlais de la maternité, vu comment ça bouleverse tes hormones, bien sûr qu'il y aura des changements aussi qui vont être impressionnants. Enfin, donc on peut pas se dire que ça n'a aucun lien. Enfin, c'est impossible de mettre, je pense, une barrière à 100% entre ton perso et ton pro. Évidemment, derrière, tu vas peut-être pas raconter, bah, comme tu nous le dis, tu vas peut-être pas t'épandre sur tous les réseaux à dire, bah voilà, ce matin, j'ai reçu un texto de mon mec. Vous savez pas ce qu'il m'a dit. En même temps, j'aurais gagné beaucoup Bon, d'abonnés, je après, pense. Hein. J'aurais dû faire une série vlog, story time en direct. Je pense, j'aurais pu. Non, mais parce qu'au fur et à mesure, parce que là, encore une fois, je vous raconte pas tous les détails de l'histoire, évidemment. Mais après, il y a eu plein d'épisodes qui s'en suivaient. Et mes potes, ils me disaient, mais appelle Netflix. Premier degré, Laura, genre vraiment, vends cette histoire à Netflix. Parce que déjà, à chaque épisode, on peut faire un épisode complet sur l'affaire. En plus, mes potes étaient en mode, genre, moi, j'ai vu un rôle et tout. Enfin, je vais toucher des royalties. Eux, ils étaient hyper chauds, évidemment, dans cette affaire. Et qu'en fait, au bout d'un moment, ils étaient en mode, genre, Laura, il faut absolument appelle Netflix, fais un podcast, écris un bouquin sur cette histoire, monétise-le. Parce que tant qu'à faire à ce qu'il se soit comporté comme un idiot, tant qu'à faire qu'on en tire quand même quelque chose de cette histoire. On peut en tirer un peu d'argent. Enfin bon, on s'en faisait plein de blagues, mais ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure dans la question du soutien social. C'est qu'en plus, avoir à ce moment-là les amis qui, alors pas 48 heures après, c'était pas le moment, mais quelques semaines, quelques mois plus tard, qui en font aussi des blagues, ça permettait aussi de le relativiser, de mettre un peu d'oxygène, un peu d'air dans ces périodes-là. Donc là, vraiment, être bien entouré dans ces moments-là, c'est précieux quand même. Hein. Plus que d'avoir des sous, quoi. Parce que bon, j'aurais eu... alors, attention, hein, parce que j'étais pas dans une situation d'énormes galères financières. Parce que sinon, bien entendu, les sous, c'est la base. Mais dans ma situation où j'étais pas à me retrouver, à prendre le risque de me retrouver sous un pont ou quoi que ce soit, bien entendu, dans ma situation, je préférais 1 milliard de fois avoir mes amis que d'avoir 5 000 € de chiffre d'affaires en plus. Parce que dans ce moment-là, je t'en dis, qu'est-ce que tu veux que j'en foute de tes 5 000 € de chiffre d'affaires, à part payer encore plus de psy et encore plus de solutions temporaires pour aller mieux. Ça me faisait plus de bien d'avoir mes potes qui se foutaient un peu de ma gueule, au bout d'un moment qui se moquaient un peu de moi en mode bon, Laura, ça n'arrive qu'à toi, des histoires pareilles, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Fais-en quelque chose, fais une série, écris un livre, rentabilise-nous cette histoire, qu'on y gagne tous un peu quelque chose, parce que nous aussi, on a passé quand même beaucoup d'heures à s'occuper de toi. Et donc, quelque part, si on pouvait nous aussi gagner un peu de pognon, ça serait pas si mal, quoi. Bon, et finalement, ça avait des bénéfices collatéraux, parce que ça a aussi resserré des liens avec plein de potes. Ça aussi, tu vois, comme quoi l'ironie des choses, hein, c'est que il était toujours très inquiet de mon ex, et puis finalement, heureusement que je l'ai eu, mon ex, à ce moment-là, parce que lui, il a été un très bon ami
très présent. Alors, je me suis pas remise avec lui, c'est pas lui mon mari, mais je pense que lui, il devait se dire pourquoi elle est avec lui. J'étais parce que répondre présent ceux qui tiennent à toi. Et puis, comme dirait ma psy, tu prends des décisions, tu en assumes les conséquences. Ce qui m'avait fait du bien par rapport à lui, parce qu'évidemment, j'étais dans une période de colère, etc. Ce qui m'avait un peu piqué quand elle me l'a dit à moi. Parce que dans cette période-là, il était quand même facile pour moi de me concevoir que comme victime de la situation et de ses décisions à lui. Et dans une certaine mesure, c'était le cas, mais pas à 100%. Et puis, un jour, je sais plus pourquoi, là, en plus, premier degré, on avait dû se disputer encore, peu importe. Et donc, je suis chez ma psy, je raconte ça. Et là, elle m'a envoyé un scud, je l'ai pris là, et je l'ai toujours en travers, hein. Vraiment, il me restait en travers de la tête, comme ça, de part et d'autre, où elle m'a dit, bah oui, je comprends bien, Laura, écoutez, vous allez faire un choix, et puis vous allez en assumer les conséquences. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous faire un virement de 65 €, et puis on va en rester là. Parce que Vous êtes justement, pas désagréable. ah non, mon Dieu, mais comme un frisbee dans la tronche, je l'ai reçu celui-là, hein. C'était terrible, hein. Parce que j'étais dans un moment, moi j'étais en colère, on avait dû disputer pour je ne sais quoi. Donc j'étais en colère de ce truc-là, et donc à ce moment-là, j'avais envie qu'on me dise, mais oui, qu'elle guignole, évidemment. Et elle l'a eu dit, hein, sur d'autres situations, mais enfin pas qu'elle guignole, mais avec un registre plus professionnel, mais vous comprenez l'idée, quoi. Et là, ce jour-là, elle me renvoie le truc. Et un pote aussi qui m'avait fait le coup, un jour je l'appelle, je t'ai énervé, machin. Et puis, il me laisse parler, et puis il me dit, écoute, en vrai, sur lui, j'ai pas de commentaire à te faire, tu sais ce que j'en pense. Il a été décevant les 10 dernières fois, il est décevant ce matin, jusque-là, même combat. Mais, et donc là, je m'attends à ce qui vient après le mais. Il me dit, mais là, Laura, c'est ta faute. Parce que c'est toi qui continue à demander des explications que CQFD, il n'a pas envie de te donner, ou qu'il n'est pas capable de te donner. Et c'est toi qui es en train de te taper la tête contre un mur, et maintenant tu m'appelles pour me dire j'ai mal à la tête. Arrête de faire ça, quoi. Et ces moments-là, qui sont des moments de confrontation, évidemment, et qui sont d'autant plus difficiles dans ces moments-là, parce qu'évidemment, à ce moment-là, tu as juste envie d'entendre que c'est l'autre qui est un abruti, et que, bien entendu, hein, ou que c'est la situation qui est épouvantable, ou que sais-je, c'était bien nécessaire quand même, parce qu'au bout d'un moment, j'avais aussi besoin qu'on me dise oui, ok, ce qui t'est arrivé, c'est pas cool. Oui, ok, il s'est comporté comme un idiot. Oui, tu es déçu. Oui, tu es blessé. Oui, tu es terrassé par ce qui s'est passé. Oui, c'est injuste. So what? Maintenant, ça fait des mois, donc tu as le droit d'aller mal. Tu n'es pas obligé d'aller bien en 3 mois. Mais par contre, à un moment donné, tu peux pas rester dans cette position de c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Oui, bon, oui, c'est pas juste. Personne n'a dit que la vie était censée être juste, hein, au demeurant. Ouais, c'est ça, oui, c'est pas juste, et on renie pas le fait que c'est pas juste, parce qu'effectivement, c'est pas juste, mais au bout d'un moment, comme tu dis, et maintenant on en fait quoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça peut durer très très longtemps si tu restes dans cette posture de bouh, c'est lui le méchant, et moi j'ai aucune responsabilité dans ce qui m'arrive. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, reprendre sa part de responsabilité, pas de culpabilité, hein, mais de responsabilité, c'est reprendre un espace où on est dans la possibilité d'agir, et pas rester dans une situation où on subit, même si bien sûr les premiers temps, j'aurais été incapable de toute façon de faire autrement. Mais ça me fait penser, en fait, dans le truc d'être bien entouré, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en tout cas pour moi, dans bien entouré, ça a été aussi important d'avoir un entourage bien entouré, au sens évidemment présent, soutenant, blablabla, tout ça, mais aussi justement bien entouré. Pour moi, c'était aussi ceux qui étaient capables de la confrontation, qui étaient capables de me dire non, là Laura, en vrai, maintenant là c'est toi qui fais chier, quoi. Genre vraiment, on t'adore, ton ex c'est un idiot, on peut le répéter 100 fois de plus si tu veux, ça fera pas changer la situation. Par contre, toi, tu peux changer la situation en changeant de comportement. Et si tu as besoin qu'on t'aide à le faire, on est là, mais là, arrête. Et aussi, pour moi, d'avoir des personnes qui ont pu, comment dirais-je, m'aider à changer de regard. Alors pas, encore une fois, pas de suite, hein, évidemment, mais avec le temps, quand j'ai rencontré mon mari, évidemment, je lui ai raconté, enfin, qui n'était pas à l'époque, évidemment, mais bref, raconté tout ça. Et là, d'avoir les bonnes personnes, parce que lui, sa réaction, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie de sa phrase, parce que moi, je pleurais de lui raconter ça, parce que très longtemps, je me suis retourné le truc en me disant que c'était ma faute. Tu vois, en me disant j'aurais dû voir, j'aurais dû capter, j'aurais dû écouter, bref, je m'étais retourné le truc contre moi, uniquement contre moi, quoi. Et
Et justement, il m'a aidé à me sortir un peu de cette binarité de c'est pas toi qui a rien vu ou lui qui est un sombre idiot, c'est pas ça la réalité. Il m'a dit mais ma chérie, tu ne t'es pas trompée. T'es pas tombée amoureuse d'un connard, c'est pas ça qui s'est passé. Tu es tombée amoureuse d'un mec qui est ravagé par la vie. Et donc il prend des décisions de ravager. Pas parce que lui est une personne horrible, mais parce qu'il est dans une situation terrible, sans aucune ressource. Et donc évidemment, il prend des décisions que moi, de mon point de vue et de ma position sociale, je me dis, mais ça va pas bien. Qu'est-ce que tu prends une décision pareille? C'est complètement zinzin. mais lui, probablement, dans la situation où il est, il a pris la seule décision qui lui semblait acceptable ou possible, ou en tout cas celle qui lui paraissait la mieux pour lui. Mais je pense sincèrement qu'il a pris la décision qui lui semblait être la seule possible. Et que moi, évidemment, ayant beaucoup plus de ressources dans la vie que lui, bah moi j'en voyais beaucoup d'autres des solutions que celle-ci, tu vois. Mais il m'a fallu tout ce temps pour que ce soit mon futur mari qui me dise tu n'es pas une personne débile qui t'est trompée, et lui n'est pas une personne horrible qui n'en a rien à foutre de toi. C'est pas ça qui s'est passé, c'est que quand on n'a pas les mêmes ressources, on prend pas les mêmes décisions, et donc bah, vous êtes pas compris là-dessus, quoi, si je peux dire ça comme ça. Ouais, mais c'est bien de faire attention à c'est pas complètement binaire, c'est pas noir ou blanc, c'est complètement ta faute ou complètement sa faute, c'est juste, bah, ouais, comme tu dis, les expériences de chacun, les ressources de chacun, et bon, bah, si ça matche pas, bah, tu prends la décision au moment T qui te paraît juste pour toi, et en plus, si tu nous dis, bah ouais, pour lui, il n'y avait pas d'autre issue, enfin, il avait pas la capacité de voir autre chose, bon, bah, c'est comme ça, mais... Mais parce que je pense que c'est une bonne leçon de business aussi, entrepreneuriale. C'est le truc de la décision que tu prends à un moment T, des fois tu peux a posteriori la regarder et te dire j'aurais dû décider autre chose, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Mais précisément si tu l'as prise à ce moment-là, c'est parce que c'était la seule solution que tu étais capable de prendre. Peut-être qu'il y avait d'autres options, qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont dire bah non c'est pas vrai parce que moi j'ai pris cette décision à la con et en fait j'en voyais d'autres. Oui mais si tu l'as choisi, c'est que ton inconscient il joue pas contre ton camp. C'est que peut-être que d'un point de vue psycho, tu n'avais pas les ressources psychologiques de faire autre chose. Alors peut-être que c'est pas les ressources financières, peut-être que c'est pas les ressources relationnelles, ça peut être plein d'autres choses. Mais peut-être que même si tu avais tout et que tu te dis mais non, j'avais les relations, j'avais le temps, j'avais l'argent, j'avais tout, ben en fait peut-être que c'est psycho-affectivement, tu pouvais pas prendre une autre décision. Et évidemment, et je vous dis ça, je suis mal placée pour vous dire ça parce que j'ai passé des mois à me dire que j'aurais dû voir, j'aurais dû décider autrement, j'aurais dû. Et justement, là aussi, encore dans ce projet d'être bien entourée, c'est une amie, psy en l'occurrence, qui m'a dit mais ma petite Laura, si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Ça sert à rien de regarder en arrière en disant j'aurais dû faire autrement. Oui, bah tu dis ça maintenant, avec les leçons que tu en as tirées, les explications, la compréhension que tu as eue avec ta psy, le soutien. Donc oui, aujourd'hui, tu déciderais effectivement autrement. Mais à cette époque-là, bah, tu n'as pas vu ou tu n'as pas voulu voir, bah, c'est que tu n'étais pas capable de le voir ou pas capable de tirer les conclusions de ce que tu aurais vu. Alors, tu as fait comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne leçon entrepreneuriale aussi. Carrément, mais on en avait déjà parlé dans un épisode, justement, on posait la question, mais est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement? Et en fait, bah, bien sûr que non, parce que si t'en es là, c'est parce que justement, t'as fait des trucs, tu t'es planté, t'as essayé des choses, mais t'aurais pas pu le savoir, ce que tu sais aujourd'hui, t'aurais pas pu le savoir si t'avais pas pris ce chemin-là. Donc en fait, tu peux pas refaire l'histoire, c'est juste, comme tu dis, t'avais les ressources et les capacités émotionnelles, psychiques, tout ce que tu veux à tel moment. Bon, bah, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, t'en es là et que avec du recul, tu te dis ah bah pour la prochaine fois, je saurai. Mais tu pourras pas refaire l'histoire, quoi qu'il arrive. Alors, Inch'Allah, ça me réarrive pas. Quand tu dis pour la prochaine fois, qu'on se comprenne bien. Oui, dans cette situation, oui. S'il vous plaît. De toute façon, je l'ai dit dès le début à mon mari, je te préviens. S'il y a un gamin qui existe quelque part, je veux le savoir maintenant. Si tu as le moindre doute, tu appelles toutes les personnes que tu as fréquentées dans ta vie et tu demandes. Je préfère le savoir tout de suite, c'est bon. Oui, non, évidemment. Là, je parlais dans l'entrepreneuriat. Du coup, l'avantage de ce genre de situation, c'est qu'après, c'est resté une blague parce que c'est la mairie ou c'est la notaire, je ne sais plus. C'est peut-être la notaire pour le contrat de mariage qui nous a demandé est-ce que vous êtes mariés, divorcés, votre état civil, est-ce que vous avez des enfants? Alors là, je l'ai regardé du coin de l'œil en mode c'est maintenant que tu réponds, hein. Si tu dis oui, je vais très mal le vivre. Ah, la bonne blague, le bon running gag qui va bien jusqu'au bout. Mieux en rire qu'en pleurer, écoute.
clairement. Puis bon, vu qu'il y a la bague et tout, je pense que du coup, c'est bon, il a pas d'enfant caché, découvert jusqu'à Pas qu'on maintenant. sache. Mais en fait, encore une fois, en plus, là aussi, ça permet dans ces situations de voir, de tester une relation. Hein, parce que là, pour le coup, ça fait partie des grands trucs qui testent une relation, un business aussi, parce que quelque part, ça teste. Est-ce que ton business, il est capable, est-ce qu'il peut être résilient, est-ce qu'il est capable d'absorber des situations où tu es moins présente, pour X ou Y raison, etc. Et que, évidemment, là, une situation comme ça nous arriverait. Évidemment, il n'y a aucun problème avec cet enfant. Ce pauvre petit, lui, il n'a rien demandé à personne. Hein, évidemment, lui, il est coupable de rien. Ça va sans dire. Hein. Donc là, c'était la question de est-ce que la relation est assez forte pour traverser une situation comme ça. Donc avec mon ex, c'était pas le cas. Et quelque part, chose que j'ai réussi à voir assez vite, même si le savoir, ça règle pas l'émotionnel à ce moment-là, mais de voir assez vite le truc de bon, bah, si la relation elle est pas assez forte pour survivre à ce genre d'épreuve, il vaut mieux le savoir maintenant que de s'en rendre compte dans 20 ans. Hein. Et donc voilà, il nous arriverait une situation comme ça aujourd'hui, elle ressemblerait à toute autre chose parce que moi je ne suis plus la même personne puisque évidemment mon mari c'est pas la même personne, la relation, enfin bon, bref, tout est différent et ça permet effectivement aussi, pour parler un peu plutôt business, bah, ça permet de voir effectivement dans ces moments-là où est-ce que le business a des zones de force, parce que les faiblesses, on va les voir aussi, mais aussi où est-ce qu'il y a des forces, quoi, finalement, où est-ce qu'il y a de la résilience, qu'est-ce que le business model peut supporter, à quel point la boîte, elle est dépendante de nous ou pas, voilà. Et puis, bien entendu, bah, les zones de faiblesse où tu peux te dire, bon, bah, la prochaine fois que je vais devoir m'absenter de mon entreprise, Inch'Allah, pour des raisons plus heureuses, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, eh bien, peut-être effectivement de pouvoir travailler sur votre business faire en sorte qu'il soit le plus résilient possible. Après, malheureusement, on peut pas, ou heureusement d'ailleurs plutôt, on peut pas anticiper tous les scénarios possibles et inimaginables qui puissent arriver, quoi. Et du coup, pour histoire de boucler la boucle sur le sujet, pour un auditeur ou une auditrice qui traverserait actuellement une tempête personnelle dans sa vie, peu importe laquelle, quoi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour justement l'aider à peut-être tenir le coup, ou pas baisser les bras, ou pas se laisser submerger qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? S'entourer. Le soutien, vraiment le soutien social, être bien entouré. Et encore une fois, j'insiste sur bien entouré, parce qu'il vaut mieux en avoir que 2 autour de soi qui sont vraiment des bonnes ressources, qui sont vraiment à l'écoute, qui sont pas dans le jugement, qui font pas des petites réflexions à la con, là, genre, «Eh oui, mais bon, en même temps aussi, faut pas t'étonner que» non, vraiment pas besoin de ça, quoi. Il vaut mieux en avoir 2 de bonne qualité que d'en avoir 15 qui servent à rien, hein. Donc surtout dans ces moments-là, vraiment aller chercher de la ressource, vers les gens, que vous aimez, qui vous aiment, sur lesquels vous pouvez compter, etc. Bon, voilà. Et qui savent être honnêtes aussi, comme on s'est dit tout à l'heure. Je dirais, deuxième truc, conseil pour traverser les tempêtes personnelles, vous allez faire ce que vous pouvez au moment où vous le pouvez et après, alors moi je dirais Dieu a toujours un plan, mais vous remplacez Dieu par ce qui vous convient, hein, la vie, l'univers, les guides, karma, enfin, bon bref, ce qui vous parle, hein, mais je pense que c'est important ou l'espoir, enfin l'avenir, que sais-je, mais d'arriver à pouvoir avoir un petit niveau d'abstraction, c'est difficile dans ces situations, mais pour essayer de se rattacher à il va y avoir demain ce truc un peu tarte à la crème, un peu bateau qu'on répète, mais qui est pas faux. C'est oui, mais de toute façon la vie va continuer, le soleil va se lever demain, la terre va continuer à tourner, le monde va continuer à tourner parce que bah voilà, c'est la vie, quoi. Euh, j'ai l'impression que pouvoir, par moment, quand on y arrive, essayer de monter un petit degré d'abstraction, ça permet de relativiser, ça permet de se détacher un petit peu, ça permet de remettre un petit peu dans la globalité. J'avais entendu cette citation un jour, je sais pas du tout d'où elle sort. Je ne sais plus où je l'avais entendue, bon bref, qui disait les vagues sur l'eau ne changent pas la réalité de l'océan. C'est une phrase qui m'a toujours beaucoup parlé dans le fait de, oui, bah il y a des moments de remous, etc. Mais bon, dans les faits, ça change pas le fait que, comme on disait tout à l'heure, c'est injuste, oui. Enfin, personne n'a dit que la vie était censée être juste, hein. Donc, bon, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Donc, il me semble que ce degré d'abstraction, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et peut-être le dernier truc que je dirais, mais qui est un peu la suite de ce deuxième point, c'est un peu un jour après l'autre, quoi. Ce qui, je crois, pour moi, a été vraiment le plus difficile parce que je suis d'une impatience à toute épreuve. Mais ce qui était sûrement peut-être une des leçons de cette histoire, d'ailleurs, on va savoir.
Je crois qu'il y a un peu un truc, effectivement, de un jour après l'autre, digérer d'abord, enfin, accuser le coup d'abord, digérer ensuite, parler, reparler, reparler, tant que vous avez besoin de l'évacuer, de l'intégrer, de reconstruire après, petit à petit. C'est l'occasion de reconstruire plus solide plutôt que de vouloir faire vite fait et puis au final, ça repart en sucette. Et après, la vie fait que, des fois, pas toujours. Moi, j'ai pas envie de faire le truc. Tu sais, des fois, genre, t'es dans les podcasts business et tout, on te demande genre tes échecs et tout ça, mais en fait, il y en a, ils répondent ça pour mieux parler de leur réussite. Tu vois, en mode, en fait, ça m'a permis de machin, une espèce de fausse modestie, tu vois. Donc pas toujours. Je veux dire, des fois, il y a des gens, malheureusement, ils ont la poisse et puis il leur arrive un truc de merde et ça reste juste un truc de merde, quoi. Et il se passe rien derrière. Ça arrive. Pour certains d'entre nous, ça a été mon cas à moi. Des fois, il se passe un truc formidable après où ça donne du sens, où ça prend du sens, où toi, tu donnes du sens, en tout cas, ce qui s'est passé, quoi. Et après, avec le recul, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, Dieu m'a sauvé d'une sacrée belle situation de merde, même si, frérot, t'aurais pu faire ça avec un peu plus de tact. Mais peut-être que lui, il est en train de se dire, j'ai essayé de le faire avec tact, tu m'as pas écouté. C'est possible. Il y avait trop de tact, c'était trop subtil, elle a pas compris. Donc au bout d'un moment, faut y aller. Moi, je pense qu'à un moment, parce qu'en plus, vraiment, j'ai l'ami dont je vous parlais tout à l'heure qui m'avait confronté, c'est un ami qui est très très athée. Et donc à chaque fois que je dis Dieu a toujours un plan, à chaque fois ça le crispe, ah, tu m'emmerdes avec ton truc et tout. Et là, c'est la première fois de sa vie, il m'a dit, franchement Laura, tu m'énerves depuis des années quand tu dis ça, mais là, tu venais de remplir ta formation, t'avais rendu ton livre, t'avais 2 mois pour souffler devant toi. Cette situation aurait pu péter à n'importe quel autre moment, que cette nana redébarque en disant j'ai ton fils, ça aurait pu arriver n'importe quand. Ça s'est passé le seul moment de l'année où j'avais 2 mois un peu de répit. Et donc il m'a dit franchement, j'y crois pas à ton affaire, mais je vais finir par y croire parce que vraiment, t'as vraiment eu du bol dans ton pas de bol. Ça aurait pu tomber la veille de mon passage télé. Tu vois, et j'avais une super occasion de faire ce plateau télé, ça comptait vachement pour moi, et complètement le foirer parce que j'étais pas du tout capable de le faire, voire même pas pouvoir y aller du tout. Ça aurait pu arriver la veille de la sortie du livre. Enfin bon, je veux dire, ça on va pas faire la liste, évidemment, c'est non exhaustif, mais ça aurait pu tomber à n'importe quel autre moment, et c'est tombé là. Et donc vraiment, il y a des moments où tu te dis, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, la vie, machin, mais il y a quand même des choses dans la vie que tu te dis. Et donc peut-être que effectivement, peut-être qu'il m'avait envoyé des signaux avec tact, et qu'au bout d'un moment, il a fini par dire écoutez, la petite Besson, là, elle m'écoute pas, ça me gonfle, ça fait des mois que je lui explique, elle comprend rien. Moi, j'ai son mari qui est en cours d'arrivage, elle est pas disponible, elle m'écoute pas. Sortez-la moi de cette situation, qu'on n'en parle plus. C'est possible que ça se soit passé comme ça. J'imagine bien la réunion au sommet, là, genre bon putain, faut qu'elle se bouge le cul, là, c'est plus possible. Là. Bon, vas-y, balance la bombe, balance. Moi, mais parce que l'humour, c'est une de mes forces. Alors, si vous avez l'humour dans vos forces de caractère, il faut s'en servir dans ce genre de situation, ça aide à relativiser. Mais moi, j'avoue, je prenais un plaisir un peu rigolo à imaginer, je sais pas, tes guides, Dieu, t'appelles ça comme tu veux, tu vois, qui est en mode genre, elle me fatigue, la gosse, elle me fatigue. Putain, oh putain, ça fait 8 mois, elle comprend rien. Elle est con. Ah, la con, elle comprend rien. Ça me faisait rire. Ça me fait penser à Vice Versa, le dessin animé justement avec les petites émotions et le tableau de contrôle. C'est ça. Genre, t'as tout le tableau de contrôle qui bip en rouge depuis 6 mois, et toi, t'es en mode genre, non, mais tout va bien, en fait, hein, je suis dans mon flow. Yes, j'adore. Bon, bah c'est super. Je pense que pour terminer, on a une belle image de nos guides avec un grand G. Prenez pareil, qui sont vos guides, qui vous prenez. Si c'est les gens dans Vice Versa, c'est très bien aussi. Et, et du coup, Laura, on te retrouve où si on a envie de te contacter? Alors, pas pour avoir tous les gossips, mais... Oui, en plus, les gossips au demeurant, c'est toujours rigolo, mais c'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est ce qu'on a fait là, quoi. C'est le son et tout. Mais je comprends la curiosité au demeurant. Pour me retrouver bien dans ta boîte, donc le site, bien dans ta boîte.fr, le podcast, bien dans ta boîte, le compte Instagram, bien dans ta boîte. Facile. Tout simplement, voilà. Simple et efficace. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Laura, en tout cas, d'être venue parler de ça, parce que je pense que c'est important aussi d'arrêter de faire croire que voilà, le pro et le perso ne peuvent jamais se rencontrer, ne doivent jamais se rencontrer. En fait, des fois, on n'a juste pas le choix.
Donc, merci beaucoup et je pense que ça va inspirer quand même pas mal de personnes. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu et de m'avoir laissé parler de ça. J'ai fait une partie de ma thérapie en place publique. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?